Je voudrais présenter aux 3 participantes, femmes, je tiens à remarquer ça. Et c'est tout d'abord à ma droite Sophie Tonneau, la présidente de France Amérique latine. Elle sera la première à intervenir ce soir. Ensuite, il y a Fabien Malamud, c'est le spécialiste du Mexique chez Amnesty International, organisation qui n'a pas besoin d'être présentée, vous connaissez bien le combat qu'Amnesty amène depuis des décennies. Et Alicia Leos, membre du collectif mexicain Paris Ayotzinapa. Moi, c'est un collectif qui s'est formé, comme le nom l'indique, suite à cette terrible situation qui s'est présentée au Mexique depuis 6 mois. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes du Mexique qui travaillent ici régulièrement pour exiger, pour demander justement la présentation de ces étudiants-là et la justice dans le cas de l'impunité et de la violence qui existe au Mexique. Moi, je me présente, je suis Braulio Moro, membre de la direction du comité directeur de France Amérique latine, journaliste à Radio France Internationale, du service en espagnol. Je vais commencer, je vais vous prendre 3 minutes de votre attention avant de démarrer notre soirée pour une situation un peu particulière. Je voudrais attirer votre attention. France Amérique latine est une organisation qui est née l'année 70, en 1970, ça fait 45 ans. Il est né au moment où il y avait la lutte du peuple chilien en faveur de la victoire de Salvador Allende et les revendications de la population chilienne. Depuis lors, on existe, on a plus de 40 comités locaux en France et on a participé, on a accompagné toutes les luttes, de l'Amérique latine depuis lors. Que ce soit contre la dictature militaire en Argentine, au Chili bien évidemment, au Brésil, au Paraguay, que ce soit en Bolivie, que ce soit en Colombie, au Mexique même bien évidemment. Mais aujourd'hui, nous affrontons, nous devons faire face à une situation exceptionnelle, grave. Et c'est pour ça que je me permets d'attirer votre attention. Notre organisation est un risque, il y a un risque de disparaître. Et ça dans les jours qui viennent. C'est une situation exceptionnelle, terrible pour nous. Et normalement, en tant qu'association, nous vivons, on peut dire, nous pouvons développer notre activité à partir de 3 sources de financement. La première, c'est bien évidemment les cotisations de nos adhérents. La deuxième, c'est les donations, les apportations que jusqu'à l'année 2007 donnait le gouvernement français à toutes les organisations comme la nôtre, sur la base de la loi 1903. Et ensuite, à partir d'une agence de voyage... 1901, excusez-moi. Et ensuite, à partir des activités que nous développons à travers de notre agence de voyage, qui essaye de faire voyager des gens de France vers l'Amérique latine, mais avec une autre vision de ce qui sont des voyages. Il ne s'agit pas d'un voyage touristique, mais surtout d'aller voir où sont les mobilisations, où se construit cette autre Amérique latine. Le problème, c'est que depuis 2007, et l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, les subventions à notre association ont été coupées. On a essayé, avec le gouvernement de François Hollande, de rattraper le coup. Tous les ans, depuis 2012, quand François Hollande a revenu aux affaires, on essaie de négocier. La situation, c'est qu'on a aujourd'hui l'eau ici. Notre association peut déposer le bilan le 31 mars prochain, c'est-à-dire demain. Nous sommes lancés depuis quelques jours, vu la situation à laquelle on doit faire face, une campagne urgente de solidarité. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais on voudrait vous solliciter à tous ceux qui voudraient nous aider avec une apportation, ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, pour nous aider. Et vous dites, la situation pour nous, c'est délicat, c'est assez compliqué, et si on n'arrive pas aujourd'hui à remplir des conditions qui, évidemment, nous impose la loi par notre agence de voyage, on sera obligé de fermer boutique, littéralement. Les collègues, les copains du collectif Mexique sur Ayotzinapa sachent, entre autres, que pour se réunir, pour essayer de s'organiser, on se voit justement au local de France Amérique latine, au boulevard Sandiac. Et si les voyages ne marchent pas,
si d'autres agences de voyage ne marchent pas comme ça devrait l'être, c'est aussi en raison de la crise, bien évidemment. Il y a des dizaines et des dizaines de voyages, d'annulations de voyages à Cuba notamment, et des autres pays, parce que simplement les comités d'entreprise sont en train aussi de resserrer les vis. Donc, excusez-moi de vous avoir importuné, comme on dit parfois, mais nous pensons que ça va de la solidarité internationale, de la solidarité aussi des Français, les Mexicains, les Colombiens, les Latino-Américains, que notre organisation puisse survivre, évidemment, continuer à travailler dans l'activité que nous faisons régulièrement. Une fois dit cela, je vais passer directement donc à ce que sera notre soirée. Et on a reçu une proposition de passer une petite vidéo, ça dure 7 minutes, pas plus. Et moi j'ai eu l'occasion de les visionner, il me semblait qu'elle pourrait donner une idée de ce qu'on vit en tant que Mexicains, en tant que Français, depuis cette terrible tragédie du 26-27 septembre. La vidéo a été faite par des artistes et français et mexicains. Et donc, on lance la vidéo pour que les gens puissent la voir. Je sais qu'ils ont parlé que c'était juste un problème local, que ça s'est passé à Iguala, mais ils n'ont pas imaginé que ça pouvait soulever des vagues de protestation d'abord dans tout le pays, et après, c'est étendu de manière globale, internationale. Tu l'as renversé? Si, je pense que des pages avec le sens, et il se trouve que c'est pas il se trouve que je ne pas sa place. Et on n'avait pas ça avec absolument mal. C'était tellement soutenable que j'ai décidé, je n'ai même pas décidé, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à les chercher du pouvoir avec, sur le papier comme un médium. Et j'avais donc choisi un papier qui était à l'échelle vraiment du visage pour qu'il y ait cette proximité plus grande. Pour que ça ait un sens, il en fallait 40 ans. Il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait un cri, un appel sur chacun des jeunes gens, sans faire une recherche iconographique. Il ne s'agissait pas de les représenter. Puisqu'il essaie d'aller à la recherche de leur présence. J'ai commencé à les chercher à travers le papier, et c'est pour ça que c'est allé jusqu'à la perforation, pour que le cri puisse sortir. Les informations que nous avons reçues sur leur disparition. Ensuite est sortie les photos de l'école, c'est-à-dire les photos d'identité en noir et blanc. Je me suis calée un peu dans ce même rapport, mais pas dans la photo d'identité, mais vraiment dans le face-à-face du visage, de la présence, parce que je n'ai pas du tout fait de recherche d'images, ce ne sont pas des illustrations. Et ce qui est terrible, c'est que le 43e, qui est venu à peu près 15 jours, 3 semaines après, le premier, est sorti absolument comme il était. Et c'était tellement pointant, c'était inacceptable. Parce que dans tous les cris, il y avait vraiment encore la réception de cet écho de leur présence. Et de trouver sous la forme déjà de tête de mort, j'ai essayé de retourner le visage, j'ai essayé de lui donner une chair, de lui donner que le cri soit vivant. Et ça reste le plus figé, le plus qui a basculé du côté de la rive. Cette technique de peinture sur papier glissé devenait évidente, il fallait suspendre ce visage. D'ailleurs, c'est vrai, en pleine dans cet esprit de recherche d'être nulle part, d'être suspendu entre le sol et le ciel. Et comme c'était venu un dimanche 43,
finalement me mettre avec eux, avec le même crayon, avec le même échelle. J'ai eu un moment d'hésitation. Est-ce que est-ce que je marque une distance, est-ce que je change d'outil? Et finalement, c'est une réponse directe. Ils sont toujours disparus, ils ont été tués, et je pense que ça nous donne l'obligation de porter leur voix. Voilà, vous avez vu cette petite vidéo qui disait, il nous semble que c'est une belle introduction pour rappeler ce que représente la disparition de ces 43 étudiants. Tout simplement, avant de donner la parole à Sophie Tonneau, je voudrais signaler que le 26 mars dernier, c'est le jeudi dernier, 6 mois après la disparition, il y a eu plus de 200 actions en 200 villes différentes de par le monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne, en Italie, en Amérique latine, en 200 villes du monde, il y a eu des actions pour exiger la présentation des étudiants d'Ayotzinapa. La deuxième question que c'est important que vous sachiez, c'est que le recteur de l'Université nationale autonome du Mexique, la principale université d'Amérique latine, José Narro Robles, il était tout à l'heure à l'Université de la Sorbonne pour signer un accord avec l'Université de la Sorbonne, justement un accord de convention, la création du Centre d'études du Mexique. Et dans son discours, et je pense qu'il avait bien fait, il évoquait le cas d'Ayotzinapa en signalant les problèmes d'impunité qui existent dans le Mexique. Troisièmement, et après je donnerai la parole à Sophie, mais je pense que vous le savez déjà, le Mexique n'est pas un pays en guerre. Le pays n'a pas souffert un coup d'État, comme ça a été le cas au Chili, en Argentine, au Uruguay, etc., aux années 70. Nettement, entre 2007 et 2014, au Mexique, on compte 60 000 morts, 25 000 disparus, 40 000 orphelins, un demi-million de déplacés vers les États-Unis. On n'est pas en guerre. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui souffrent dans l'impunité la plus absolue. Pire encore, entre 2007 et 2012, tous les 4 heures se produit une disparition. Tous les 4 heures. Depuis 2013, entre 2013 et 2014, c'est tous les 2 heures qu'il y a un disparu au Mexique. Ce sont des chiffres officiels. Tous les 2 heures. Une fois dit ça, je donne la parole à Sophie Tonneau, présidente donc, de notre association France-Amérique latine. Chacune des intervenantes aura 15 minutes afin de permettre après un débat avec vous. Bien, bonjour à tous. Si je parle la première, c'est parce que je ne vais pas parler en détail et je laisse ce soin à mes compagnes de la disparition des 43 étudiants. Mais je vais, à titre d'introduction, pour comprendre dans quel contexte de violation des droits de l'homme générale massive se situent ces 43 disparitions. Alors, on aurait pu espérer que, avec l'arrivée d'un président de la République qui, après quelque chose comme 70 ans d'un règne sans partage du prix, allait apporter un espoir au Mexique, puisque de plus, son parti s'appelait Parti d'action nationale. Alors, le mot national est toujours un peu ambigu.
Mais disons que ce qu'a fait dans un premier temps donc Vicente Fox, plus ensuite son successeur Calderón, ce que fait à l'heure actuelle Enrique Nieto, c'est le retour du PRI au pouvoir. J'oserais dire que dans la politique de répression appliquée par le pouvoir mexicain en général, il n'y a pas un grand changement. Alors, le Mexique est un pays qui a signé absolument tous les accords possibles et imaginables. La Convention de protection des droits de l'homme de 1948, le Pacte des droits civils et politiques de 1967, la Convention de 1984 de New York contre la torture, la récente Convention de protection des personnes contre les disparitions forcées, les statuts de la Cour pénale internationale, et de plus, le Mexique a ratifié les protocoles d'application de ces grands traités. Donc, l'on pouvait espérer qu'un pays de ce type, effectivement, soit soucieux de protéger les droits de l'homme. Il a fait exactement la même chose en signant tous les grands textes latino-américains spécifiques, donc la Convention interaméricaine de protection des droits de l'homme, contre la torture, contre les disparitions forcées, et il a même accepté la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais en parallèle, il a mis tout en place un dispositif de rétrécissement légal des droits de l'homme. C'est-à-dire que par des lois successives, le pouvoir mexicain en place a petit à petit annulé toutes ces dispositions protectrices des droits de l'homme. Alors, il a d'abord créé une espèce de super police qui s'appelle l'AFI, Agencia Federal de Investigación, en 2001, qui, j'oserais dire, jouit carrément des pleins pouvoirs, mais qui ne s'est pas révélé très efficace, puisqu'à un moment, le gouvernement mexicain a pris une décision extrêmement malheureuse. Il a décidé de mettre aux côtés de cette police rénovée théoriquement, etc., il a décidé de mettre l'armée avec 50 000 personnes. La descente de l'armée aux côtés de la police mexicaine dans les rues des villes mexicaines a eu un effet absolument désastreux, puisqu'elle a provoqué une augmentation de la violence sans absolument résoudre quoi que ce soit des problèmes. Alors, Braulio vous a cité les chiffres. De 2006 à 2011, on a 40 000 morts. On estime entre 3 000 à 10 000 disparitions. La première, disons que les deux lois de répression sur lesquelles s'appuie le pouvoir mexicain, théoriquement pour combattre la délinquance, le trafic de drogue, les enlèvements contre rançon et les atteintes aux biens, devraient être exclusivement utilisées dans ce but. Mais elles sont également utilisées, comme dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine d'ailleurs, pour réprimer les manifestations sociales, pour poursuivre les syndicats, pour poursuivre les mouvements étudiants. Le cas des 43 disparus en est un exemple récent, mais c'est effectivement un instrument qui est également mis au service de la répression des mouvements de protestation en général. Alors, la grande innovation, c'est une procédure très particulière qui est spécifique au Mexique et qui s'appelle l'arraigo. L'arraigo a été élevé à valeur constitutionnelle en 2008. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? C'est une espèce de mélange entre la détention préventive, le contrôle judiciaire et le non-droit. C'est-à-dire qu'une personne peut être détenue pendant 30 à 60 jours de manière quasiment secrète. Alors, l'hypocrisie du système est que l'arraigo est ordonnée exclusivement par un juge, mais elle est à 100% entre les mains du procureur. Le procureur chargé de l'investigation, de l'enquête pour arriver à déterminer si telle ou telle personne est coupable. L'arraigo est pratiqué de manière massive
et ne s'appuie en fait, plutôt n'est encadré véritablement par aucune disposition. Par exemple, il ne va pas être dit que l'arraigo est utilisé pour les procédures de flagrant délit. Une personne prise en flagrance peut être soumise à l'arraigo, mais une personne que l'on soupçonne d'avoir un lien, etc., même extrêmement lointain, peut effectivement tomber dans le cadre de cette procédure. Et cet arraigo est continuellement, il a été dénoncé entre autres par Amnesty International, par la CAT, comme une mesure qui est très attentatoire aux droits de l'homme. Avant cette phase de l'arraigo, il ne faudrait pas croire qu'il ne se passe rien. Une personne peut être détenue, c'est-à-dire qu'on va retrouver au moment de son arrestation et de sa détention exactement les mêmes caractéristiques que celles que vous avez peut-être vues décrites dans les méthodes de répression de la dictature chilienne et de la dictature argentine. C'est-à-dire que les personnes sont arrêtées à leur domicile, sur leur lieu de travail, j'oserais dire, elles ne sont pas arrêtées, elles sont enlevées, sur leur lieu de travail, leur domicile, la nuit de préférence, sur la voie publique, par des personnes qui peuvent être en uniforme, mais qui peuvent être en civil, qui ont des voitures avec plaque d'immatriculation ou sans plaque d'immatriculation et qui sont détenues dans des lieux secrets de détention. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui protège tout citoyen, vous et moi, c'est la procédure. S'il n'y a pas de procédure, il n'y a absolument pas de règles et vous pouvez être emmené n'importe où pendant un temps indéfini. La procédure est la première mesure de protection du droit des gens. Donc, dans le cadre de cette procédure, dans un pays démocratique, vous avez tout un réseau judiciaire qui vous encadre. Vous êtes incarcéré sur mandat judiciaire, vous êtes emmené au centre de détention préventive, qui n'est pas à confondre avec une maison d'arrêt, une maison d'exécution de peine. Vous avez un numéro, vous êtes enregistré, vous déposez vos affaires, on les note sur un procès verbal. La personne qui est arrêtée par des forces, qui sont peut-être des forces de police régulières, mais non identifiées et non présentées comme telles, ne jouit absolument d'aucune protection. Ça a été la grande technique du Chili, qui ne compte, oserais-je dire, que 3500 disparus pendant la dictature, mais cela a été élevé au rang institutionnel par la dictature argentine, qui en compte 30 000. Donc effectivement, le Mexique, les autorités mexicaines ont recours à ces arrestations et ces disparitions illégales antérieurement à la procédure d'arraigo. Alors, l'arraigo, il est normalement censé... Il est normalement censé pour protéger les victimes, mais également les biens. La loi mexicaine est toujours très protectrice, effectivement, des biens, de la dégradation aux biens, alors que normalement, il ne devrait être utilisé que dans un cadre de pure investigation. Le rapport récent qui a été dressé par le rapporteur spécial des Nations Unies, dont je viens d'oublier à l'heure actuelle le prénom, Juan Méndez, je suis certaine, Juan je suis moins certaine, mais je pense qu'il ne m'en voudra pas, a effectivement dit que le temps d'arraigo était le temps pendant lequel il y avait en quelque sorte carte blanche donnée pour l'exercice de la torture, pour l'exercice par tout moyen de pression sur la personne arrêtée pour qu'elle avoue. Et il y a un parallèle qui a été dressé au cours de son rapport entre les fausses preuves, entre les procès qui sont démontés, entre les films qui sont faits de détention, d'arrêt en état de flagrance, montée de toutes pièces et l'usage de la torture. Effectivement, c'est pour nous quelquefois Français très étonnant de découvrir que la police monte, avec la complicité des télévisions nationales mexicaines, des arrestations en cas de flagrance. C'est-à-dire que la police est filmée en train, théoriquement, d'arrêter en flagrant délit telle ou telle personne victime ou coupable d'une disparition forcée ou d'une extorsion de fonds, etc.
Et effectivement, il y a un parallèle entre l'usage de la torture, l'usage de le montage de preuves fabriquées et ensuite le démontage ou l'écroulement des preuves théoriquement rassemblées. Alors très rapidement, l'État mexicain s'appuie sur une deuxième loi qui s'appelle la loi fédérale pour prévenir et sanctionner l'usage de la torture. Pour prévenir et qui en fait est une procédure qui n'est quelque part jamais appliquée. Car un usage massif de la torture pourrait effectivement nous faire espérer qu'il y a des procès qui sont menés. Ça a été dit précédemment par Braulio. Parallèlement à cet usage de la torture, des disparitions forcées, des procès sur des preuves fabriquées de toutes pièces, eh bien, il y a une impunité générale qui sévit au sein de la police et des forces armées. Il est extrêmement difficile de mettre en accusation une personne pour ses agissements. En plus, il y a un décalage entre la définition de la torture dans différents États mexicains et en plus, ils ne retiennent pas en général la définition internationale de la torture. Il faut en quelque sorte, pour que la torture soit constituée, prouver à quelle fin la torture a été utilisée. Donc, ce que je voulais en fort peu de temps pouvoir vous montrer, c'est qu'il y a un grand décalage entre les textes qui encadrent effectivement les agissements de la police et cette pratique de la police. Un détail par exemple sur les disparitions forcées, il en sera question plus précisément, j'avais parlé de l'Argentine tout à l'heure, il n'y a pas à l'heure actuelle de service d'identification ADN du Mexique. Ceux qui ont développé la technique, c'est les anthropologues argentins. Vous n'avez absolument aucune équivalence à l'heure actuelle au Mexique qui permette une identification des corps. Donc, en quelque sorte, le Mexique, à l'heure actuelle, est sous un régime d'impunité qui ne peut être véritablement secoué et peut-être voir la tendance s'inverser que sous forme d'action et de pression populaire, comme il l'a été indiqué. Et à cet égard, je terminerai, vous savez que le président Enrique Nieto va venir à Paris. Il serait bon à cette occasion que nous puissions envisager une forme d'action pour lui faire parvenir un message particulier en lui demandant d'agir de façon à ce que, effectivement, la pression internationale, qui est finalement la pression à laquelle le Mexique est la plus sensible, et beaucoup moins à sa pression nationale, que cette pression internationale puisse effectivement renverser cette situation qui est actuellement en cours au Mexique. Un dernier mot à cet égard. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu, au cours des quelques procès qui ont pu avoir lieu, il n'a pas été prévu une indemnisation des victimes. Il y a une loi mexicaine qui permet actuellement une indemnisation des victimes et qui permet de viser non pas les auteurs, donc les auteurs demeurent dans l'impunité, mais de viser les forces de police en général et surtout sa hiérarchie de tutelle qui est l'État mexicain. Et actuellement, il y a quelques procès extrêmement peu nombreux dans lesquels des victimes demandent réparation à l'État mexicain en général, donc sans viser aucune personne dénommée, donc l'auteur de la torture en tant que tel demeure impuni, et en quelque sorte il est blanchi par l'indemnisation qui est octroyée. Alors, jusqu'à présent, il n'y en a eu aucune. Il y a des procès qui sont en cours avec des appels, avec des recours divers et variés. Mais disons que c'est une petite espérance qui, à l'heure actuelle, pourrait permettre une indemnisation des victimes, mais qui, hélas, rend en quelque sorte encore plus difficile, j'oserais dire, la poursuite des coupables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sophie Tonon. Et effectivement, c'est Juan Méndez, je ne t'ai pas trompé. Juan Méndez, certainement. À propos de ce qu'est la situation d'impunité, tout simplement, je voudrais vous signaler
Ça, c'est aussi des chiffres officiels, publiés le 27 mars dernier, c'est-à-dire vendredi. Jusqu'au vendredi dernier, on était, selon les autorités judiciaires du Mexique, 104 personnes ont été arrêtées concernant le cas de Ayotzinapa, dont 64 policiers d'Iguala et de Cocula, 40 membres supposés du cartel de Guerrero, ainsi que le maire de la ville, José Luis Abarca, et son épouse, Maria de Los Angeles Pineda. Le problème, c'est que, évidemment, justice, il n'y a pas. Première chose. Deuxième question, et c'est important aussi, et tout de suite je donne la parole à Alicia Leos, c'est que le gouvernement mexicain dit que le problème d'Ayotzinapa, c'est un cas isolé. C'est un petit grain noir dans une démocratie nationale. Or, je voudrais tout simplement citer un autre cas qui pourrait attirer votre attention, toujours des chiffres officiels, cette fois-ci du réseau national des défenseurs des droits humains du Mexique. Entre 2010 et 2014, on était assassinés au Mexique 32 femmes activistes ou journalistes. 32. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non. Ça, c'est la politique du gouvernement mexicain. Silence. Je donne la parole à Alicia Leos, membre du collectif mexicain Paris Ayotzinapa. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier l'Association France-Amérique latine de cette invitation et à vous tous pour nous donner l'opportunité de partager notre témoignage sur l'émergence de ces mouvements citoyens qui, depuis l'étranger, réclament justice face aux événements tragiques survenus à Ayotzinapa, comme on l'a déjà cité, qui représentent pour nous tous une fenêtre de la réalité mexicaine. Prendre conscience de la réalité que vit le Mexique depuis l'étranger en tant que Mexicain est une réalité douloureuse, un exercice qui fait mal, car on assiste à distance à un spectacle bouleversant, à des crimes atroces sereinement organisés par la force des assassins en totale impunité. Nous avons le sentiment que depuis toujours, la société mexicaine se rend bien compte que les choses ne vont pas bien, que les injustices se poursuivent et se perpétuent tous les 6 ans, mandat après mandat, et que la cible sont les étudiants, ainsi que les minorités, comme les femmes ou les communautés. Loin d'oublier la massacre commis contre les étudiants mexicains en 1968, chaque 2 octobre, année après année, la société sort manifester dans les rues avec la ferme conviction de lutter contre l'oubli et dénoncer haut et fort le crime d'État considéré comme étant le plus grand massacre moderne du pays et rappeler au monde entier qu'il a été commis par l'ordre du président de l'époque, Gustavo Díaz Ordaz. Néanmoins, la société mexicaine sait qu'avant et après ces 2 octobre, les crimes de lèse-justice et de lèse-humanité ont toujours été présents au Mexique et se sont succédés. La liste des crimes inoubliables est restée impunie et longue, mais ici je vous cite seulement quelques exemples. 1971, le massacre de moins 120 étudiants par le groupe de choc identifié comme Los Halcones sur le gouvernement et la complicité du président de l'époque, Luis Echeverría Álvarez. À partir de 1992, lors du mandat de Carlos Salinas de Gortari, ont commencé les féminicides de l'apparition dans la ville de Juárez de centaines de milliers de corps de femmes pauvres et qui depuis non seulement ne se sont plus arrêtés, mais se sont répandus dans plusieurs États du pays. Les chiffres de l'Institut national des femmes au Mexique indiquent qu'une femme sur 7 meurt à cause des violences extrêmes. En 1994, le massacre de 17 natifs de Aguas Blancas à Guerrero lors du mandat d'Ernesto Zedillo Ponce de León. En 1977, l'assassinat de 45 villageois à Teal, à l'état de Chiapas.
en 2000, lors de la révolte de San Salvador Atenco, quand Enrique Peña Nieto était le gouverneur de cet État et Vicente Fox le président de la République, qui provoquèrent à cette époque-là, en 2000, la mort de 2 personnes et la détention et torture de centaines d'autres, des viols des femmes aussi. En 2006, mais aussi sous le mandat de Felipe Calderón, et il y a le début de la guerre contre le narcotrafic, dont on parlait tout à l'heure, qui signifiait la militarisation du pays et qui laissa au moins 120 000 morts dans ce qu'ils appellent les dommages collatéraux. Comme oublié, alors, en 2009, la tragédie de la crèche ABC, ou en 2011, l'horrible attentat en el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León. Sous le mandat actuel, impossible de ne pas citer les 22 victimes de Tlatlaya, à l'Estado de México, en juin 2014, et puis, en septembre de même année, à Ayotzinapa. La corruption est donc la base de fonctionnement de l'État, mais aussi de la société. Les forces de l'ordre, les médias de communication, les institutions, les fonctionnaires. Aucun secteur n'échappe à cette règle que la société ne peut que subir. Malgré ces systèmes de manipulation, les pouvoirs publics font tout pour maintenir les masses dans l'ignorance, la misère et l'indifférence citoyenne. Depuis Ayotzinapa, nous assistons à l'émergence d'une prise de conscience politique sans précédent. Évidemment, cette prise de conscience n'est pas née du jour au lendemain. Ça fait 20 ans que le mouvement zapatiste existe et résiste à l'oppression de l'État mexicain. Depuis la guerre contre le narcotrafic, plusieurs groupes collectifs et ONG se sont formés au Mexique et à l'étranger pour soutenir le peuple mexicain face à l'ampleur de la barbarie. Des mouvements naissent au Mexique et trouvent écho dans diverses villes du monde, y compris à Paris. Mouvements comme le Mouvement pour la paix, la justice et la dignité de Javier Sicilia, après de la mort de son fils en 2010. No Más Sangre, assez de sang, fait pour les dessinateurs mexicains, commencez par eux. Los Bordadores por la Paz, Brodons pour la paix. Más de 131, Je suis 132, ou Je suis 132. Et aussi le mouvement de régénération nationale. Mais aucun combat précédent n'avait réussi à prendre la dimension nationale et internationale à laquelle on assiste depuis le 26 septembre 2014. La barbarie d'Ayotzinapa a réveillé le peuple. C'est un cri de révolte et de colère. Malgré la faible politisation de la société mexicaine, des millions de citoyens se mobilisent pour dénoncer ces crimes d'État, exprimer leur indignation, leur ras-le-bol général face à la violation systématique des droits de l'homme, la banalisation, l'impunité judiciaire sanglante, la répression policière qui règne, il ne cesse que d'augmenter au Mexique. Les chiffres sont accablants. Ayotzinapa, c'est un tournant décisif, un bouleversement sans précédent au sein de la société mexicaine. Jamais on n'avait vu une révolte d'indignation pareille. La mobilisation à Paris a été très importante aussi. Il s'est caractérisé par son spontanéité et sa diversité. Il n'y a pas eu une seule voix à Paris pour contester à l'État des non-droits au Mexique, mais des voix, plusieurs voix. Les diverses actions jusqu'à aujourd'hui menées sont le meilleur exemple de cette pluralité. 3 jours après la disparition des étudiants, il y a eu un acte symbolique à la place de Mexico et à l'ambassade de Mexique avec l'installation d'une banderole, les photos des étudiants et 43 roses blanches. Depuis, les rassemblements et les manifestations convoquées par différents groupes n'ont cessé d'avoir lieu. Le 5 octobre au Palais de Tokyo, le 19 octobre à Trocadéro, le 1er novembre dans le Centre culturel mexicain, le 2 novembre à la place Igor Stravinsky, le 5 novembre à la place de Saint-Michel, le 20 novembre à la place de la République, le 27 devant le ministère des Affaires étrangères, le 7 décembre avec une marche à la place Igor Stravinsky à la place de la République, le 26 janvier
à la place Saint-Michel et La Défense, le 1er mars à la place Stransvski, hier, 29 mars, à Trocadéro. En plus des rassemblements, des autres actions ont accompagné tout ce mouvement de protestations, des conférences et des rencontres convoquées par l'association telle que la FAL, la France-Amérique latine, ou Amnesty International. La création du groupe Facebook Mexicanos en París por Ayotzinapa, un espace pour l'organisation et la diffusion des actions proposées de manière spontanée par des membres ou l'issue des réunions publiques, la participation des Mexicains mobilisés aux émissions radio, notamment la jungle des luttes du CSPCL et Tribunal Latinoamericana de la Libertad para el Arauco, la publication d'articles dans des journaux, comme Nous sommes tous en Ayotzinapa et Mexique, regardons ce que révèlent les 43 disparus. Une lettre dirigée aux autorités mexicaines remise en main propre de Edgar Cubero Gómez, le représentant de l'ambassade du Mexique en France. 3 soirées pour collecter des fonds, comme la Posada, le 10 janvier, organisée par un groupe de Mexicanos por París, en París por Ayotzinapa, Ayotzinapa Mon Amour, le 7 février, organisé par l'association Latin por México. La soirée de soutien ou la tournée d'Ayotzinapa en Europe, le 21 mars, organisée pour la coordination des collectifs pour Ayotzinapa. La création du collectif Paris Ayotzinapa. Ce qui s'est vu un espace, c'est notre collectif en fait. C'est un espace qu'on essaie de mettre en place pour réfléchir, proposer et organiser ces événements, des actions concrètes à Paris, mais aussi pour tisser des liens avec des autres collectifs. Et non seulement en France, mais aussi européens. Une réunion pour informer la Constituyente Ciudadana aussi, la Constituyente Ciudadana mexicaine, qui a été lancée par des artistes au Mexique et a été organisée ici aussi à Paris par l'association Gilberto Bosques. Des prises de photos dans des différents endroits parisiens avec des messages de soutien au peuple mexicain pour les diffusions dans les réseaux sociaux. Les rencontres régulières du groupe Bordamos por la Paz, Bordons pour la paix, qui s'est donné la tâche de broder les 43 noms des étudiants disparus pour garder leur mémoire, des différentes actions symboliques pour ne pas oublier les 43, exiger justice, que justice soit faite, telle que la présence des manifestants avec les photos des étudiants lors de la messe des jubilés de la Vierge de Guadalupe à Notre-Dame de Paris et la Posada rencontre au Verbier le 20 décembre. Dans ces contextes de mobilisation hétérogène, parmi les actions incontournables de soutien à Ayotzinapa dans le monde, il faut souligner un événement majeur à venir. La tournée d'Ayotzinapa en Europe, du 16 au 20 mai, très prochainement, Paris s'apprête à accueillir, donc le 3 et le 4 mai, une délégation des 3 représentants de ces mouvements de résistance, qui n'est pas seulement pour Ayotzinapa, mais pour tous les Mexicains. Une mère et un père des familles des étudiants disparus et un élève de l'école normale rurale représentant aussi le centre, un représentant aussi du centre des droits humains de la montagne Tlachinolan. À différence de la démarche institutionnelle mise déjà en œuvre au mois de février, durant la visite du comité des parents à Genève à Bruxelles, pour exiger l'intervention de toute urgence de la ONU et du Parlement européen, la singularité de cette tournée pour Ayotzinapa, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une initiative lancée par la Sexta à l'issue du premier festival mondial de résistance contre le capitalisme. Avec la solidarité de toutes les associations, organismes et personnes, avec l'indépendance de ces structures officielles et des politiques, cette tournée se déroulera dans 13 pays différents, 16 villes durant 33 jours. En donnant la parole aux parents et aux camarades des disparus, témoins, victimes, femmes ou hommes, que le gouvernement mexicain, corrompu jusqu'à la moelle, refuse d'entendre cette tournée. Et avant tout, ça sera un espace de rencontre, de débats et de réflexion civile, non seulement avec les structures officielles. Bon, ça c'est
la Eurogira, le tour de l'Europe des parents des élèves d'Ayotzinapa, le programme des activités et conférences, manifestations et meetings, ça va très, très bientôt communiquer. En somme, Ayotzinapa a su non seulement éveiller le potentiel endormi, le reflux de la mobilisation qui a suivi l'imposition d'Enrique Peña et le retour de Pré au pouvoir. Ayotzinapa a également su mobiliser un grand nombre de personnes nouvelles qui n'avaient jamais participé auparavant en forme aucune d'expression politique. C'est là peut-être le renouveau ou la nouvelle dynamique qui s'enclenche. Si l'ampleur de la mobilisation est incontestable, la férocité de la répression l'est encore plus. Qu'il s'agisse des assassinats, des disparitions forcées, des activistes ou des journalistes, d'harcèlement ou de l'intimidation policière aux étudiants militants, tout attentat contre la liberté d'expression est inadmissible et condamné. Le 24 février, lors d'une manifestation, on a aussi tué l'enseignant retraité Claudio Castillo Peña. La sécurité des journalistes est constamment menacée. Nous savons le cas récent de l'assassinat aussi de Moisés Sánchez Cerezo, pour donner un exemple. Et on ne pourrait pas aussi non dire le licenciement qui a eu lieu juste il y a quelques jours de la journaliste la plus reconnue au Mexique, Carmen Aristegui. C'est un cas flagrant. Le Mexique occupe la 6e place des journalistes assassinés dans le monde. Nous sommes au même niveau que l'Afghanistan. Au quotidien, le durcissement, la répression est en général. La société affronte aussi la froide réalité d'une guerre des médias qui tente de masquer depuis des décennies. Quoi faire donc? Comment agir face à cette vague immense de corruption? Le grand défi mexicain est de trouver les formes et les moyens de faire quelque chose pour s'entraider en tant que citoyen. C'est insuffisant de manifester dans les rues de Paris, New York, Berlin, Sydney ou Madrid. Nos limites néanmoins, et malgré tous les efforts de mobilisation accomplis depuis 6 mois, le mouvement ne représente pas encore une force capable d'exercer des pressions suffisantes pour infléchir la politique. On mobilise plus vite qu'avant, mais pas vraiment plus de monde qu'avant. On retrouve à chaque mobilisation un noyau qui peine à s'agrandir. Nous avons donc un énorme travail encore en perspective. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alicia, parce que c'était pas évident de pouvoir faire un tour si complet de ce qu'est la réalité de notre pays, le Mexique, en si peu de temps, 15 minutes, et de pouvoir montrer avec les faits qu'effectivement les mobilisations continuent au Mexique, malgré la situation qu'on insiste, on souligne, c'est pas Ayotzinapa, c'est un cas isolé. Je voudrais, avant de donner la parole à notre dernière intervenante, à Fabienne Malamud, rappeler quelques éléments qui pourraient vous amener ou nous aider pour le débat qui va suivre. La première question, c'est que Sophie Tonneau faisait référence au corps de police qu'il y a au Mexique actuellement. Il faut se rappeler, ou peut-être que vous ne le savez pas, depuis qu'Enrique Peña Nieto est arrivé aux affaires, et avec l'appui du gouvernement français, s'est lancé à la constitution de la gendarmerie mexicaine. La gendarmerie mexicaine. C'est avec l'appui des forces de police, de la sécurité, de l'intelligence de France que ça se passe. Deuxième élément, que c'est important aussi prendre en considération, c'est les intérêts qu'il y a d'un côté et d'autre. Ce qui permet aussi de se poser des questions sur la position du gouvernement français, que c'est celui-là qui nous intéresse toucher. Il faut que vous sachiez, le Mexique est un partenaire stratégique, c'est écrit comme ça, et de la France. Partenaire stratégique. De même que c'est un partenaire stratégique de l'Union européenne. Il y a 2 pays, seulement 2 pays en Amérique latine qui sont partenaires stratégiques, et de la France et de l'Union européenne. L'un, c'est le Mexique, l'autre, c'est le Brésil. Ça, c'est important de le savoir. Troisième élément.
Vous le savez bien, et il y aura des élections au Mexique le mois de juin. Ce sont des élections de mi-mandat. L'ensemble de la Chambre des députés sera mis en lieu, un tiers du Sénat, quelques gouverneurs. Et la vision, l'idée du gouvernement mexicain, c'est de prouver justement que, encore une fois, le cas d'Ayotzinapa, c'est un petit détail, ou dans les pires des cas, c'est l'exception à la règle. C'est à nous d'essayer de prouver que ce n'est pas comme ça. Dernière question que serait important à prendre en considération, c'est qu'actuellement, le gouvernement mexicain est en train de négocier l'accord d'association économique politique avec l'Union européenne. C'est un accord, les TLCUE, ou les ALCA, avec l'Union européenne qui a été signé l'année 2000. Le gouvernement mexicain voudrait les renégocier, est en train de négocier, de mettre en place la renégociation et avec la France et avec l'Union européenne, et voudrait qu'elle soit achevée, soit bouclée avant la fin de l'année. Et c'est là parce qu'il y a énormément d'intérêts économiques là-dedans. Énormément d'intérêts économiques. Donc c'est à nous, j'insiste beaucoup, de prouver que justement, il y a un problème d'intégrité, de torture, d'impunité, de corruption au Mexique, et surtout que c'est contradictoire avec ce que dit et la Constitution française et l'Union européenne, c'est avant de signer un accord de libre-échange, il faut surtout respecter les droits de l'homme. Une fois dit ça, je donne la parole donc à Fabienne Malamud, spécialiste du Mexique chez Amnesty International. Bonsoir à tous, merci Alicia pour ce témoignage. Je crois qu'on a déjà eu un panorama assez complet de la situation des droits de l'homme au Mexique, donc je vais pas y revenir, hein. Tout ce qui est torture, situation des femmes, le droit des minorités, les journalistes, les défenseurs des droits humains, les migrants, enfin beaucoup, énorme, la torture, les mineurs, la torture, enfin énormément de problèmes sur les droits humains qui sont dénoncés par beaucoup d'organisations et d'associations depuis des années. Donc pourquoi c'est important de soutenir la mobilisation actuelle qu'il y a autour des étudiants d'Ayotzinapa? Parce que le Mexique est finalement sensible à la pression internationale. Comme le disait Braulio, les accords économiques, la politique actuelle de Peña Nieto, qui vise surtout des réformes économiques, disons que ça peut être le moyen de pression parce que le Mexique est complètement bipolaire. Voilà, il y a une polarité, il y a un discours à l'intérieur, un discours à l'extérieur, avec beaucoup d'annonces, une signature de tous les traités, tout est signé, ratifié, tout est... Voilà. D'un côté, le Mexique dit que tout est correctement fait, et puis à l'intérieur, la situation, on la connaît, et ça n'a rien à voir avec ce qui est dit à l'extérieur. Donc, cette mobilisation, c'est important de la soutenir, et puis de faire pression sur le gouvernement français, sur le gouvernement mexicain, pour qu'enfin ils reconnaissent les choses et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Je vais revenir sur les disparitions. Les disparitions, donc tout a été signé, ratifié, la disparition, ça c'est fait. Il faut savoir que c'est quand même l'obligation de tous les États, quand une personne disparaît, il faut la rechercher, il faut enquêter, trouver les coupables de cette disparition, les juger. Et puis, il faut apporter assistance et réparation aux victimes et à leurs familles. Donc ça, c'est une obligation légale pour chaque État. Ensuite, en matière de disparition, nous, on fait pas de distinction, mais il y a quand même une distinction un peu légale entre la disparition et la disparition forcée. La disparition est forcée quand des membres de la police ou de l'État sont impliqués dans cette disparition. C'est vrai que la situation au Mexique est compliquée, il y a tous les problèmes des narcos, de violence, c'est pas facile, mais ça n'enlève en rien la responsabilité de l'État de mener des enquêtes, de rechercher toutes les personnes disparues, de juger
et d'apporter réparation aux victimes et à leurs familles. Alors là, si dans le cas d'Ayotzinapa, on parle de disparition forcée, c'est-à-dire que les membres de la police municipale, le maire, sont impliqués. Là, c'est encore autre chose. Et c'est là que l'État ne doit pas fermer les yeux sur l'implication de ces forces de police, ces forces militaires, comme le disait Sophie. Voilà, l'État est souvent impliqué dans la torture. La police, c'est une méthode d'enquête pour la police. Quand on arrête quelqu'un, on le torture pour faire signer des aveux. Comme ça, c'est plus rapide et puis c'est plus efficace. D'après eux, c'est efficace pour eux, évidemment. Voilà. Maintenant, on sait bien que c'est pas du tout le cas et qu'on lutte contre ça. Donc, je reviens sur ce discours du gouvernement mexicain. Pour eux, tout est fait, ça n'existe pas, ce sont des cas isolés. Voilà. Bon, Amnesty, en 2013, a fait une longue enquête et il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle « Les disparitions de personnes au Mexique ». Et là, on recense plus de 26 000 cas de personnes disparues. Donc, qu'est-ce que ça met en lumière, ce genre de rapport? C'est que ça existe depuis des années, que c'est un phénomène d'une ampleur, voilà, 26 000 personnes, c'est impensable, hein, c'est gigantesque. Ça montre aussi que très peu d'enquêtes sont menées. Dans plus de 40% des cas, aucune enquête n'est faite sur ces cas de disparition, et une impunité totale. Je crois que cette impunité, c'est aussi important de revenir dessus, parce qu'entre 2006 et 2012, il y a eu uniquement 2 poursuites de fait dans le cas de disparition forcée. Donc sur les 26 000 disparitions, toutes ne sont pas des disparitions forcées, évidemment, mais 2 enquêtes de menées, c'est quand même trop peu. Alors, quel est le discours du gouvernement et quelles ont été les mesures prises? Il y a quand même des petites choses qu'on peut noter. Donc il y a une loi qui a été promulguée sur la loi générale des victimes. Ça c'est fait. Il y a eu une première publication des extraits de la base de données des personnes disparues. Et la création d'une unité spéciale d'investigation. Et cette unité spéciale, il y a 13 personnes, très peu qualifiées, comme notait Sophie. Donc c'est vraiment des moyens qui... c'est un petit peu un feu de paille. Hein. Soi-disant, les choses sont mises en place, mais concrètement, les moyens ne sont pas là, c'est pas du tout suffisant, et les résultats sont malheureusement inexistants. Médiocres, je dirais, inexistants. Voilà, donc comme souvent au Mexique, il y a beaucoup d'annonces et peu d'actions efficaces en matière de droits humains. Alors, les dernières annonces en date, suite à l'affaire des étudiants d'Iguala, donc en novembre, le président Enrique Peña Nieto, donc, suite aux manifestations massives, il a annoncé que des réformes et des lois seraient prochainement votées. Mais bon, pour l'instant, au Mexique, les seules réformes qui ont eu lieu sous son mandat sont des réformes économiques, qui concernent dans le domaine de l'énergie, des télécommunications et de l'éducation. Tout dernièrement, là, en février, il y a quelques jours, le Mexique comparaissait devant le comité contre les disparitions forcées de l'ONU à Genève, donc suite à la mobilisation des familles, des étudiants. Donc c'était la première fois, je crois, que le Mexique comparaissait. Non, vous avez déjà eu? Oui, on a une comparaison déjà en 2011 peut-être, bien avant. Bien avant. 97. Ok, d'accord, merci. Bon. Alors c'était la deuxième fois, pardon, que le Mexique comparaissait. Et puis il y a des observations finales qui ont été faites et qui mettaient en lumière la situation catastrophique sur les disparitions forcées au Mexique. Et étonnamment, suite à cette comparaison, le Mexique a répondu que cela n'apportait pas d'éléments supplémentaires.
Donc c'est une déclaration un peu surprenante de la part du Mexique. Alors, à la fois vrai, parce que ça fait des années que tout le monde dénonce cette situation, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux éléments, mais par contre, c'était surprenant que le Mexique le prenne autant à la légère, je dirais, et fasse ce type de déclaration. Donc Amnesty avait réagi à cette déclaration et bien évidemment poursuit les actions dans le cadre des étudiants disparus. Parce que pour nous, il est clair que les disparitions sont monnaie courante au Mexique parce que les autorités les tolèrent et refusent de sévir contre les responsables. Voilà. Ayotzinapa, c'est une tragédie qui se profilait. Enfin, voilà. Ça n'a rien de surprenant parce que depuis trop longtemps, les autorités mexicaines laissent faire. Il y a eu une inaction coupable face à de nombreuses informations qui attestaient de la collusion entre les autorités locales, les polices municipales, le maire d'Iguala, sa femme, tout ça, ça avait été dénoncé, des gens avaient osé porter plainte et rien n'a été fait. Si ça avait été fait au bon moment, et ben ces étudiants seraient peut-être encore, même sûrement, parmi nous aujourd'hui. Pour revenir sur les actions possibles, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est, j'imagine, la question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Moi, je peux vous parler de ce qu'on fait chez Amnesty. Donc, des rapports qui sont faits, bien documentés, avec des gens sur place qui interrogent les familles, qui documentent tous les cas. Ici, en France, on se réunit régulièrement avec les gens de l'ambassade du Mexique, avec les gens du ministère des Affaires étrangères pour les tenir informés. Il y a les militants d'Amnesty qui sont présents dans les différents groupes partout en France pour mobiliser, faire connaître, en parler. Il y a ce qu'on appelle les actions urgentes, d'ailleurs le 25 mars, donc il y a quelques jours, il y en a une qui vient de sortir et qui reprend celle qui avait été lancée au début de la disparition des étudiants, justement pour revenir et puis pour dire où en est-on, qu'est-ce qui se passe, rien n'a été fait. Et tout récemment a été nommé un comité d'experts internationaux qui doivent reprendre un peu la procédure d'enquête, parce qu'il y a eu beaucoup pas d'irrégularité, mais de manquements dans l'enquête qui a été menée. Et là, le gouvernement vient d'accepter la nomination d'un groupe d'experts internationaux. Donc on demande aussi à ce que les recommandations faites par ce groupe d'experts soient effectivement prises en compte. Voilà. Et puis après, envisager une action commune avec les gens qui se mobilisent, le collectif, d'autres organisations, par rapport à la venue du président mexicain, et lui montrer qu'en France, les gens sont informés de la situation, et voilà, essayer de faire pression à ce niveau-là, parce que c'est au jour d'aujourd'hui, on espère que ça puisse changer un jour et que la mobilisation au Mexique aussi fasse avancer les choses. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Alors que la pression internationale, les accords économiques, les relations avec l'Union européenne pourraient peut-être aider à faire un peu plus pression, et que les lois qui existent, qui sont là, soient appliquées, soient votées, et qu'enfin cesse l'impunité. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup Alicia. Donc on va ouvrir les débats. On a la salle jusqu'à 20h. Non, pardon, 21h. Rapidement, très rapidement, une chose. Et peut-être que vous avez lu les rapports, les déclarations de Juan Méndez, à ce que faisait référence Sophie Tonneau, qui est le relateur spécial sur la torture de l'Organisation des Nations Unies. Il a été interviewé récemment, le 9 mars, pour être précis, par le journal El País de Madrid.
Et c'est une interview qui a provoqué pas mal de réactions de la part du gouvernement mexicain. Il dit la torture et les mauvais traitements dans la détention sont généralisés et occurrent et se présentent dans un contexte d'impunité totale. Il y a une seule personne auquel j'ai pu interviewer qui n'a pas dit qu'elle a été bien traitée, même pas une personne. Et comme ça continue. Donc c'est intéressant de lire ça. Et je donne la parole là, au Veil et après. Et on met les cas des 43 dans le cas d'Hernandez, parce qu'il le précède, on va dire, ça se passe comme ça au Mexique, voilà. Mais ce que veut dire qu'elle a accès au dossier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle possède, on l'a pas mis, ça n'aura pas lieu à Guerrero où les choses ont lieu, l'assassinat d'Arturo Hernandez et la disparition de 43, mais à Matamoros, les gens qui connaissent le Mexique peuvent savoir que ça se trouve justement à l'autre bout. Donc ça difficulte l'accès au dossier. Elle est allée quand même à Matamoros. Normalement, pour consulter les dossiers, il suffit d'une décision d'un juge, mais on lui a dit non, il faut que ce soit le procureur général de la République. On est plus ou moins que l'espèce de ministre de la Justice. Bon, elle a réussi quand même à avoir accès à beaucoup de difficultés, et elle s'est rendue compte que rien n'est fait. Rien n'a été fait. Pas des convocations des témoins, pas d'instructions, rien. C'est-à-dire que tout est fait pour, comme on dit au Mexique, que ce soit le carpetazo. C'est-à-dire qu'on va classer l'affaire et on oublie. Voilà, ça, je pense que ce sont des choses importantes qu'il faut savoir. Et la seule chose, pour ne pas prendre trop longtemps, je voulais dire une chose importante, c'est que Raúl Vera, donc l'évêque, il vient en juin, le mois de juin, du 7 il sera là du 7 au 11 juin. Et donc, il vient pour rencontrer les organisations de droits de l'homme et pour témoigner. Et il vient pourquoi, en plus? C'est parce qu'il faut que tu saches, vous le savez peut-être, qu'Enrique Peña Nieto sera ici le 14 juillet, comme un des invités d'honneur, pour le défilé du 14 juillet. Et donc, je pense que c'est très important qu'on informe, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'on montre tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le gouvernement prenne des mesures, décide des réformes, comme l'a dit Françoise, parce que c'est pas ça qui va résoudre le problème. La coopération, donc formation des policiers, ça ne va pas régler le problème, certainement pas. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est que la France prenne des positions beaucoup plus fermes par rapport à ce problème, ainsi que l'Union européenne. Donc je pense que voilà, on a de quoi faire d'ici le 14 juillet. Merci. Vous nous avez dit que vous aviez été reçu un assez grand nombre de fois à l'ambassade. Et je voulais savoir qu'est-ce que l'ambassade officiellement vous répond quant aux demandes que vous faites et à vos interventions. Est-ce qu'ils reconnaissent les faits? Est-ce qu'ils les nient? Alors maintenant, à chaque fois qu'on vient remettre des pétitions, présenter des rapports, des choses comme ça, le discours, je dirais jusqu'à maintenant, le discours c'est voilà, la situation est difficile au Mexique, il y a les trafiquants qui sont là, enfin c'est voilà, la violence c'est lié aux narcotrafiquants. L'État fait tout ce qu'il a à faire, c'est leur discours officiel, donc c'est un petit peu ce que je disais, cette différence entre tous les traités qui sont signés, tout est ratifié, tout est accepté, et puis finalement rien ne se fait, et ce déni officiel de la situation. Mais 40 étudiants qui sont arrêtés par la police. Qu'est-ce que la police en a fait? Alors, et que sont-ils devenus? Qu'est-ce que répond la police municipale, comme le disait Braulio, les polices ont été arrêtés. Il y a un projet de démantèlement des polices municipales. Maintenant, ça ne résoudra rien parce qu'on sait que c'est un peu à tous les échelons. Enfin, mais là, il y a quand même eu réaction. Les policiers sont arrêtés, le maire est en prison, sa femme aussi, d'ailleurs sous arrêt. Et officiellement, ce ne sont pas les policiers qui auraient assassiné ces étudiants. Oui, mais ils ont arrêté. Mais oui, mais là, attendez, parce que sinon, il y a des autres questions qui attendent là. Ils étaient sous leur responsabilité. Ouais. Attendez. Au fond de la salle, s'il vous plaît.
Au fond de la Alors, salle. oui, nous informons. Hein, tous les rapports, enfin toutes les informations sont également transmises au ministère des Affaires étrangères. Alors après, ce qui en est fait, je ne sais pas. On transmet aussi régulièrement aux députés, au Sénat. Enfin, toutes ces informations. Là, c'est plus difficile pour avoir des rendez-vous, par contre, hein, avec les groupes d'amitié de l'Assemblée du Sénat. Moi, personnellement, j'ai encore jamais pu les rencontrer. Mais oui, on transmet. Maintenant, je pense que ce qui préoccupe le gouvernement actuellement, c'est plutôt la situation économique, que ce soit au Mexique ou en France. Et puis, il y a beaucoup, c'est un pays prioritaire, le Mexique, mais en termes d'accords économiques. Alors, c'est vrai que la situation des droits de l'homme, malheureusement, ça passe un petit peu au second plan, mais on est tous là pour faire en sorte que ce soit un petit peu différent. Tout simplement, excuse-moi, par rapport à la documentation dont Amnesty International au ministère des Affaires étrangères, et peut-être que vous avez entendu M. Laurent Fabius, la fin de l'année dernière, lors d'une interview à France Culture, lorsqu'il était posé la question justement sur les cas Ayotzinapa, il a dit que le Mexique c'est un pays démocratique. Point barre. Rien d'autre. Que ce soit clair. Donc, première chose. Deuxième moment, effectivement, il y a des groupes d'amitié, et au Sénat, et à la Chambre des députés. C'est difficile d'accès, et certainement. Mais je crois que oui, qu'effectivement, on essaye, effectivement, de notre côté aussi, de dénoncer la situation. On n'a pas le temps de parler de la situation économique au Mexique. Il faut que vous sachiez que c'est assez compliqué la situation économique. Et le gouvernement, vous le savez bien, avait parié sur la privatisation du pétrole, soi-disant parce que ça allait être à nouveau les tremplins sur lesquels le Mexique allait rebondir comme l'avait fait Salinas de Gortari, patati patata. Le problème c'est qu'entre octobre et janvier dernier, les prix du pétrole au Mexique, en moyenne, ont chuté de 60%. 60%. On était à $95 moyenne, les prix du baril, on est à moins de 40. Okay? Les gouvernements mexicains, 30% des revenus, c'est les revenus du pétrole. Ça a changé par rapport à les années 70, non moi. Mais il faut savoir ça. Pardon, il faut avoir l'interview. Et voilà, sans faire le procès de la presse occidentale, moi je voudrais mettre en exergue le fait qu'on a le sentiment que la presse occidentale est plus prompte à dénoncer les manquements aux droits de l'homme à Cuba qu'au Mexique. Et ça, ça m'horripile au plus haut point. Parce que j'ai le sentiment que quand même la situation à Cuba n'est pas celle du Mexique. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je constate que la presse occidentale ne joue pas vraiment son rôle de contre-pouvoir. Elle dénonce pas suffisamment tout ce qui se passe au Mexique. Et par contre, alors à Cuba, oui, ça s'en prend plein la tête. Donc je trouve qu'il y a quand même un profond déséquilibre, et c'est injuste. Alors vous êtes monsieur journaliste, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben je suis tout à fait d'accord. Ah non, je vais ouais. vous dire pire. Ouais. Imaginez-vous si les 43 étudiants c'était de Venezuela. Ouais. Ok? Eh oui. Voilà. Eh oui. Personne ne parlerait. C'est la révolution. Tout à fait. Les dictateurs et tout tout. à fait. Voilà. Non, mais c'est le Mexique. Le Mexique c'est un pays démocratique. Démocratie. Laurent Fabius Dixit. Je sais pas, une démocratie. Voilà, non, ce que j'ai dit, vous voyez, voilà, la question, voilà, le problème c'est ça. Donc, la question, ok, maintenant, une fois qu'on a vu ça, étant donné, je suis vraiment désolé, je pensais qu'on pouvait aller jusqu'à 21h, mais ça se réserve de plus en plus l'espace ici. Il faut savoir que le président du Mexique sera présent ici le mois de juillet. Il est l'invité d'honneur. De François Hollande pour le défilé du 14 juillet. Inadmissible. Et après Kadhafi, et après. Donc, la question, c'est qu'il faudrait, bien évidemment, d'ici là, essayer, à travers notamment du collectif des Mexicains pour Ayotzinapa, à partir des associations, à partir des collectifs d'Amnesty International, de se mobiliser. On a une situation et il faut savoir la chose suivante. La situation politique en France a changé pas pour les départementales de ce week-end-là.
c'est-à-dire en 97, les plus vieux ici se rappelleront, lorsqu'il y a eu la massacre d'Acteal, des syndicats, des organisations politiques, des organisations des droits de l'homme se sont mobilisés immédiatement, ont constitué un collectif pour aller protester devant l'ambassade du Mexique, entre autres. Okay? Il y a des syndicats, des organisations politiques, etc. Nous, très modestement, France-Amérique latine, on a sollicité depuis le début de cette situation, depuis septembre, la participation des organisations syndicales. Pour l'instant, on a reçu une réponse. Une. Dans le cas des organisations politiques, il y a 2 organisations qui se sont mobilisées, qui ont sorti des déclarations, le Parti communiste et le nouveau Parti anticapitaliste. Or, ça, personne. Donc la situation est complètement différente. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, il nous faut à nous, les Mexicains, les Latinos, les franco-hispanophones, les amants de la démocratie, tout ce que vous voulez, de montrer qu'on est mobilisés. Ce qu'a dit tout à l'heure Alicia, de contre la fille, montre qu'on a de quoi se mobiliser pour qu'on n'est pas seul. Et que c'est un problème de justice et d'éviter que l'impunité continue à gangréner les Mexiques. Si vous avez besoin d'informations à la sortie, sûrement vous pourrez vous inscrire. Si vous avez besoin, c'est comme au cinéma, vous voyez comment c'est dans la lumière. Et donc, si vous voulez, à la sortie, vous pouvez vous mettre votre numéro, vos coordonnées, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas un geste de solidarité avec France-Amérique latine. Merci à tous.